Imaginez une mission secrète d'une audace inouïe, où chaque seconde compte et où l'échec aurait des conséquences incalculables. C'est ce qui se trame potentiellement au cœur de l'Iran. Trump et Netanyahou ont tous deux fait des commentaires ces dernières heures qui pointent vers quelque chose d'extraordinaire. Une possible opération à haut risque des forces spéciales pour pénétrer physiquement en Iran et prendre le contrôle de son stock d'uranium enrichi. Selon de multiples sources d'Axios, Bloomberg et d'autres, le gouvernement israélien aurait déjà dit directement à Trump « ordonner une mission des forces spéciales pour sécuriser le matériel nucléaire iranien ». Nous parlons ici de la Delta Force, du SEAL Team 6, d'hélicoptères Chinook volant profondément en territoire iranien, de scientifiques du département de l'énergie s'équipant aux côtés des Army Rangers et de chasseurs depuis des porte-avions sécurisant l'espace aérien. Il s'agirait d'un raid sur une installation souterraine enfouie que l'Iran a passé des mois à tenter de sceller. Ce serait l'une des opérations les plus complexes jamais tentées par l'armée américaine, et les risques sont quasi indescriptibles. Trump serait hésitant, car il connaît les conséquences d'un échec dans une telle entreprise. Décomposons donc cette mission phase par phase. Les avions, les hélicoptères, les forces au sol, et ce qu'elles devraient faire une fois à l'intérieur, car les détails sont véritablement stupéfiants. Voyons comment cela pourrait fonctionner en pratique. Je tiens à préciser qu'il n'existe aucun plan opérationnel confirmé. Ce que nous faisons ici, c'est reconstituer ce que les analystes militaires, les anciens commandants et les rapports de médias spécialisés comme The War Zone ont décrit comme le cadre le plus probable pour une telle opération. La première chose à comprendre est qu'il est impossible de simplement faire voler des hélicoptères au cœur de l'Iran sans un travail préparatoire considérable. L'Iran dispose toujours de systèmes de défense aérienne. Bien que son armée ait été affaiblie par des semaines de frappes israéliennes et américaines, des menaces importantes subsistent. Envoyer des hélicoptères dans cet environnement sans préparation équivaut à envoyer des hommes à une mort certaine. Les phases 1 et 2 sont donc entièrement dédiées au renseignement et à la neutralisation des défenses. La phase 1 consiste à verrouiller l'image du renseignement, où se trouve exactement l'uranium en ce moment. Est-il toujours à Ispahan? Une partie a-t-elle été déplacée? C'est en fait l'une des questions ouvertes les plus préoccupantes. Publiquement, les responsables américains affichent leur confiance quant à la localisation du matériel, mais en privé, selon Bloomberg, la certitude est moindre. La phase 2 est celle de la neutralisation. Avant même qu'un seul hélicoptère ne décolle, il est impératif de sécuriser l'espace aérien. Cela implique une campagne aérienne d'envergure, spécifiquement axée sur le couloir menant à Ispahan. Nous parlons de chasseurs décollant de multiples directions, depuis des porte-avions positionnés dans la région et des bases aériennes de pays alliés au Moyen-Orient. L'objectif est de créer une fenêtre, un couloir sécurisé dans le ciel, à travers lequel les hélicoptères pourront voler sans être interceptés. Ce n'est pas de la science-fiction. Les États-Unis ont déjà mené des opérations complexes et de grande envergure, nécessitant une coordination similaire entre des centaines d'aéronefs et de navires pour protéger une force d'intervention au sol relativement petite. C'est à ce stade que la mission commence à ressembler à certaines des opérations spéciales les plus célèbres de l'histoire. Une fois le couloir aérien établi et la neutralisation des défenses en cours, les hélicoptères entrent en action. Et nous ne parlons pas d'un ou deux hélicoptères. D'après ce que les analystes ont décrit et ce qui a été utilisé lors d'opérations similaires, il s'agirait d'un contingent important. Des hélicoptères de transport lourd Chinook pour acheminer la force d'assaut principale et son équipement. Des Black Hawks furtifs pourraient potentiellement être de la partie pour les éléments les plus sensibles de la mission. Des hélicoptères d'attaque les accompagneraient pour un appui aérien rapproché. La force elle-même serait probablement construite autour d'unités d'opération spéciales de niveau 1, c'est-à-dire la Delta Force de l'armée de terre et le SEAL Team 6 de la marine. Ce sont les opérateurs spéciaux les plus entraînés de la planète, et ils s'entraînent spécifiquement depuis des décennies pour des scénarios de lutte contre les armes de destruction massive, impliquant des menaces nucléaires, chimiques, biologiques et radiologiques. Aux côtés de ces opérateurs de niveau 1, on s'attendrait à des forces de soutien conventionnelles. Des Rangers de l'armée fournissant potentiellement un périmètre de sécurité, des unités spécialisées des équipes chimiques et nucléaires de l'armée opérant en équipement de protection complet et transportant du matériel pour détecter et manipuler les matières radioactives. Et, de manière cruciale, des scientifiques, vraisemblablement du département de l'énergie, appartenant aux équipes d'urgence nucléaire, voire des représentants d'organismes internationaux, capables d'évaluer et de manipuler l'uranium une fois qu'ils y auront accès. Ainsi, les hélicoptères atterrissent, les opérateurs touchent le sol, et immédiatement, ils sont confrontés à ce qui pourrait être le plus grand problème tactique de toute la mission. Les entrées de l'installation souterraine d'Ispahan ont été délibérément scellées. L'Iran a enfoui les entrées des tunnels sous de la terre dans les semaines précédant le début du conflit. Vous avez donc vos meilleurs soldats au sol, de nuit, au milieu d'un pays hostile, et la porte de ce qu'ils sont venus chercher est ensevelie sous des tonnes de terre et de débris.
C'est là que la situation devient vraiment compliquée. Selon la profondeur et l'étendue de l'enfouissement, il pourrait être nécessaire d'acheminer ou de prépositionner d'une manière ou d'une autre de l'équipement lourd, des excavatrices, des pelles mécaniques, pour simplement accéder au tunnel. Certains analystes ont souligné que cela pourrait prendre des heures, et chaque heure passée au sol est une heure de plus pour que les forces de sécurité iraniennes puissent réagir. Le corps des gardiens de la révolution islamique, leur branche militaire d'élite, dispose d'installations et de personnel stationnés près de ces sites nucléaires. Ils ont des plans d'urgence pour ce type précis d'incursion. Ils vont réagir. La puissance aérienne américaine peut les contenir, supprimer les renforts, intercepter les véhicules se dirigeant vers le site, mais elle ne peut pas tout arrêter. Et l'Iran dispose toujours d'artillerie. À un certain moment, les opérateurs au sol subiront des tirs. Imaginez-vous dans ce périmètre, dans l'obscurité, quelque part dans le centre de l'Iran, sachant que chaque minute qui passe rend la situation plus périlleuse. Une fois qu'ils franchissent l'entrée du tunnel et pénètrent à l'intérieur, les opérateurs et les scientifiques entament la partie la plus techniquement délicate de la mission. La première question sur le terrain est « Où se trouve exactement l'uranium au sein de l'installation ?» Ispahan n'est pas un petit site. C'est un complexe avec de multiples zones et lieux de stockage. La préparation du renseignement effectué en phase 1 alimente directement cette étape. Mais le renseignement n'est jamais parfait, et les installations souterraines peuvent différer de leur représentation cartographique. Une fois le matériel localisé, les scientifiques et les spécialistes nucléaires se mettent au travail. Et voici le point de décision crucial, celui qui divise réellement les planificateurs militaires. Faut-il extraire l'uranium d'Iran ou tenter de le neutraliser sur place? L'issue la plus probable, s'ils parviennent à ce stade, est l'extraction. Charger l'uranium et le ramener. C'est le moment où tout doit se dérouler parfaitement. Le matériel nucléaire est sécurisé et chargé. Les opérateurs commencent à se replier de leur position à l'intérieur de l'installation. La force de périmètre commence à se retirer vers les hélicoptères. Et maintenant, il faut faire remonter tout le monde et tout le matériel dans les airs et hors d'Iran. C'est historiquement la partie la plus dangereuse de toute opération de ce type. L'ennemi sait que vous êtes là. Il a eu le temps de réagir. Quelle que soit la suppression obtenue au début, elle s'est dégradée pendant toute la durée de la mission. Les forces iraniennes, initialement contenues par les frappes aériennes, se sont déplacées. La fenêtre d'opportunité se referme. Les Chinooks décollent en premier. Ce sont les plus lourds et les plus lents, transportant l'uranium et la majeure partie de la force. Les hélicoptères d'attaque restent à proximité, offrant une couverture. Et puis, il y a la question très concrète. Où transporter réellement plus de 900 kg d'uranium enrichi iranien une fois qu'il est en leur possession? Ce n'est pas une question logistique ou diplomatique anodine. Il irait vraisemblablement dans une installation militaire américaine, potentiellement un navire au large ou une base alliée, où il pourra être sécurisé et finalement transporté dans des conditions contrôlées. La question n'est pas de savoir s'il pourrait tenter cette mission. Il le pourrait. La question est de savoir si Trump estime que le gain potentiel vaut le risque d'un échec au cœur de l'Iran, avec des matières nucléaires en jeu. Cette décision repose sur son bureau en ce moment même.